Un corps repose dans le cercueil, mais ce n'est pas le bon. Bienvenue à Conte policier. Je suis votre hôte Elliot. J'aimerais savoir d'où vous nous rejoignez. Laissez un commentaire ci-dessous. Grâce à vos messages, cette communauté se sent vraiment vivante. Commençons. Une fine bruine lugubre tombait sur les pierres tombales couvertes de mousse du cimetière de Blenheim Rise. Les parapluies noirs formaient un demi-cercle serré autour de la tombe ouverte, le bruit sourd de la terre mouillée étouffant chaque mouvement. À l'extrémité du groupe se tenait une femme vêtue de prune foncée, ses doigts gantés tremblants tandis qu'elle serrait son ombrelle. Un cercueil en acajou, poly-miroir, gisait suspendu au-dessus de la terre béante. Une modeste couronne, de lys blancs y reposait, marquée d'un ruban sur lequel était écrit « À la mémoire de Henry Talbot ». Henry Talbot était, de la vie générale, un homme irréprochable. Currently à la retraite, investisseur occasionnel et membre du Blenheim Club for Gentlemen. Il avait vécu seul dans la maison géorgienne en briques rouges, surplombant le Weald pendant près de 10 ans, recevant des invités occasionnels et recevant fréquemment du courrier. Son décès, bien que soudain, n'avait rien de sensationnel. Une crise cardiaque, conclut le médecin du village. Rien qui puisse suggérer un acte criminel. Mais une certaine tension flottait dans l'air ce jour-là. Sous cette tristesse discrète, un non-dit s'éveillait. Ce n'était ni le temps ni la présence du gendarme local, ni même les discrets murmures échangés entre certains endeuillés. C'était quelque chose de plus profond, une vague invisible perturbant la surface du décorum. Parmi les personnes en deuil se trouvaient 3 personnalités remarquables. Mademoiselle Rosaline Talbot, la nièce du colonel, une femme d'une trentaine d'années aux cheveux auburn dissimulés sous un élégant chapeau. Son chagrin semblait teinter d'autre chose que de la tristesse, de l'anxiété peut-être. Monsieur Lewis Armitage, avocat et collaborateur de longue date du défunt. Mince, sec et précis comme son stylo, il se tenait à distance respectueuse de la famille, jetant de temps à autre un coup d'œil à sa montre. Dr Bernard Flett, le médecin de la famille Talbot, dont la moustache grise tressaut chaque fois qu'il regarde vers le cercueil. Alors que la cérémonie touchait à sa fin et que le vicaire récitait la prière finale, un retardataire franchit les grilles en fer, forgé. Petit et élégant, il portait des chaussures vernies et un chapeau melon juste incliné. Sa moustache, aussi fine et symétrique que les poignets en laiton du cercueil, se redressait tandis qu'il contemplait la scène. Hercule Poirot. Son apparence était calme, mais indéniable. Bien qu'il ne dît rien, les têtes se tournèrent. Même le vicaire marqua une pause au milieu d'une phrase. Poirot hocha légèrement la tête et s'approcha, se plaçant à l'arrière des personnes en deuil. Il resta immobile jusqu'à la fin de la cérémonie et la dispersion de la foule. C'est alors que la véritable agitation a commencé. Alors que le cercueil était descendu avec une précaution mécanique, un léger halètement se fit entendre, celui de Rosaline Talbot. Elle s'était avancée presque instinctivement, comme attirée par la descente. Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, non, ce n'est pas lui, » murmura-t-elle. Sa voix était rauque, à peine audible. « Ce n'est pas oncle Henry. » Les fossoyeurs se figèrent. Le docteur Flett se précipita pour tenter de l'éloigner. « Rosalind, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment. » Elle résista. « Je l'ai vu. Après son décès, ce visage, c'est quelqu'un d'autre. » Des exclamations. De surprise s'élevèrent parmi ceux qui restaient. Monsieur Armitage cligna des yeux, confus, en ajustant ses lunettes. Il doit sûrement y avoir une erreur. Mais Poirot s'était déjà avancé vers la tombe. « Pardon, mes amis, puis-je regarder de plus près ?» Le vicaire, bien que surpris, hocha la tête à contre-cœur. L'un des fossoyeurs obéit au geste doux de Poirot et retira le couvercle du cercueil. La pluie scintillait sur le bois verni. À l'intérieur, un homme gisait immobile, vêtu d'un costume sur mesure, les tempes grises, rasées de près, et qui ne ressemblait visiblement pas au colonel Rosalind Vassilla. Poirot la saisit par le bras. Le moment s'écoula dans un silence stupéfait,
interrompu seulement par le cliquetis du couvercle remis en place sur instruction du gendarme. Poirot se tourna vers le petit groupe avec un calme serein. « Bon, il semble que nous n'enterrerons finalement pas le colonel Talbot, dit-il doucement. Et donc, mes amis, une nouvelle question se pose. Qui est l'homme dans le cercueil? À partir de ce moment, les funérailles cessèrent d'être une cérémonie de deuil. Elles devinrent l'acte d'ouverture d'un mystère. Poirot scruta chaque visage. Il remarqua celui qui détournait le regard trop vite, celui qui prenait un mouchoir trop tard, celui qui ne réagissait pas du tout. Puis il sourit faiblement. « Il sera nécessaire, dit-il au gendarme, d'inspecter la maison du colonel Talbot de toute urgence. Nous devons commencer immédiatement. Il y a là une supercherie, subtile, délibérée et je crois très astucieuse. » Le gendarme hésita, mais la réputation de Poirot l'avait précédé. Il hocha la tête. « Et vous, mademoiselle Talbot ?» ajouta doucement Poirot. « Je crois que vous pourrez m'aider avec les détails des derniers jours de votre oncle. » Rosalinde, pâle et secouée, parvint à hocher la tête. Poirot redressa ses manchettes. La pluie, devenue une simple bruine, frappait son chapeau comme le tic-tac d'une montre. « Viens, dit-il. Les réponses, je le soupçonne, ne se trouvent pas dans le cercueil, mais dans les mensonges qui y ont conduit. » La pluie s'était calmée et n'était plus qu'un léger brouillard lorsque Poirot et le petit groupe atteignirent Talbot House, une imposante bâtisse en briques rouges, à moitié dissimulée, derrière des haies d'ifs soigneusement taillées. Le portail s'ouvrit avec un grincement de protestation, et Poirot, qui n'appréciait guère l'humidité sur ses chaussures vernies, s'engagea prudemment sur le chemin pavé. Il s'arrêta sous le surplomb pour essuyer une tache de boue de son pantalon, tandis que son regard parcourait les fenêtres symétriques aux volets blancs immaculés. Même les cheminées étaient alignées avec harmonie. « Le colonel Talbot avait excellent goût, » murmura Poirot. « La maison, comment dire, respire l'ordre. » À l'intérieur, l'ambiance était tendue. Le salon, où se réunissait le petit groupe, conservait un léger parfum de rhum et de cire à meubles à la lavande. Une horloge de parquet tic-taquait avec une précision sombre, et d'épais rideaux absorbaient la lumière, rendant les coins sombres et confinés. Les fauteuils étaient bien rembourrés, la cheminée soigneusement dressée mais éteinte, et sur la cheminée se dressait une rangée de photographies encadrées, des portraits d'officiers, de parties de chasse, et à l'extrême droite, une photo officielle de Rosalind Talbot et du colonel debout sur les marches de cette même maison. Poirot s'assit le plus près du feu, sans toutefois demander qu'on l'allume. L'agent de police, un homme à la poitrine large nommé inspecteur Ferrard, rôdait près de la porte, un carnet à la main. Rosalinde était assise, raide, au bord d'un canapé Queen Anne, les mains jointes sur ses genoux, les yeux fixés, non sur Poirot mais sur l'âtre vide. « Vous êtes certaine, mademoiselle, » commença doucement Poirot, « que l'homme dans le cercueil n'était pas votre oncle. » Elle hocha lentement la tête, la voix fluette. « Je l'ai vu, oncle Henry, après la signature du certificat par le médecin. Il était allongé ici dans cette pièce. Je suis resté assise à ses côtés pendant près d'1 heure. Cet homme, aujourd'hui, son nez, son menton, tout était anormal. J'ai cru être folle, mais ce n'était pas lui. » Poirot se tourna légèrement pour s'adresser au docteur Flett, qui se tenait près du buffet, examinant une carafe en cristal. « Vous avez signé le certificat de décès, monsieur ?» Flett s'éclaircit la gorge. « Oui. » Il avait des antécédents d'arythmie. Je l'avais prévenu depuis des années. La gouvernante l'a trouvé dans le fauteuil de la bibliothèque, mort, mais sans aucun signe de lutte. Je l'ai examiné dans l'heure. La rigidité avait commencé à s'installer. Il n'y avait aucune raison de soupçonner quoi que ce soit d'anormal. Les yeux de Poirot brillèrent d'un soupçon de scepticisme poli. Et pourtant, vous n'avez pas remarqué que le corps que vous avez examiné n'était pas celui de votre patient. Le médecin rougit. C'était bref, et l'éclairage était faible. De plus, après la mort, les visages peuvent changer, que radicalement. Je n'avais aucune raison de penser.
Tu n'avais aucune raison de douter de ce que tu t'attendais à voir, termina Poirot pour lui, son ton sec, mais pas méchant. Lewis Armitage, l'avocat, désormais assis dans un fauteuil en cuir, retira ses lunettes et commença à les nettoyer méthodiquement. Tout cela est très inquiétant. Je suppose que nous devons prévenir le greffier. Et qu'en est-il du testament? Si cet homme n'est pas le colonel Talbot, alors, légalement, il n'est pas décédé. Poirot se pencha en arrière, les doigts croisés. Ne nous avançons pas trop. Premièrement, nous devons nous demander, si cet homme n'est pas le colonel, alors où est le vrai colonel Talbot? Et deuxièmement, qui est l'homme que nous avons enterré? Un lourd silence s'installa. Poirot le rompit en se levant et en marchant lentement dans le salon, s'arrêtant de temps à autre pour examiner une photographie ou jeter un coup d'œil au bord d'un tapis. Son regard tomba sur un petit tableau au cadre argenté, discrètement dissimulé derrière un plus grand. Il le ramassa. C'était le portrait d'une femme, aux cheveux noirs, d'une beauté saisissante, dans le style d'une photographie de studio d'une dizaine d'années auparavant. Son expression était ambiguë, posée, peut-être même rusée. « Qui est-ce » demanda Poirot. Rosalinde hésita. « C'est tante Marguerite. Elle est décédée il y a 7 ans. Ils ne se sont jamais mariés officiellement. Elle était française. Il l'a ramenée d'outre-mer après la guerre. »« Était-elle aimée » demanda doucement Poirot. « Non, » répondit Rosalinde d'un ton neutre. « Elle buvait. Elle jouait. Oncle Henri la gardait plus pour l'apparence que pour l'affection. Ils se disputaient souvent. Elle est partie 2 fois. La 2e fois, elle n'est jamais revenue. Certains disent qu'elle est morte à Paris. D'autres... » Sa voix s'éteignit. « D'autres » demanda Poirot. « D'autres pensent qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle aimait toujours attirer l'attention. » Poirot a remplacé la photographie, avec un soin délicat. « J'aimerais, dit-il enfin, voir la pièce où le colonel Talbot a été retrouvé. » Ils le conduisirent dans le couloir jusqu'à la bibliothèque. La pièce était grandiose, bordée d'étagères en acajou, d'un épais tapis perçant au sol et d'un profond fauteuil en cuir face à un âtre froid. Sur la table d'appoint se trouvait encore un verre vide et un reste de cognac. Poirot s'arrêta près de la chaise et observa la scène. « Ce verre a-t-il été examiné » Le docteur Flett parut surpris. « Je n'y avais pas pensé. Il prenait souvent du cognac avant de se coucher. Rien d'inhabituel. » Poirot le ramassa avec son mouchoir, le porta à la lumière et le renifla. Puis, il fronça les sourcils. « Il y a quelque chose là-dedans, » murmura-t-il. « Une amertume, pas seulement l'eau de vie. » L'inspecteur Ferrare s'avança. « Vous pensez qu'il était drogué ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il se mit à marcher lentement. « Supposons un instant que ce corps était celui du colonel lorsque vous l'avez vu pour la première fois, que quelqu'un, après votre examen, docteur, l'ait ensuite échangé contre un autre. Il faudrait à la fois une opportunité et un mobile. » Rosalinde prit la parole, la voix tremblante. « Mais pourquoi ferait-on ça? Qui voudrait dissimuler la mort de l'oncle Henri ?» Poirot se retourna. « Ah, mademoiselle, c'est la question. Peut-être craignait-on qu'une autopsie ne révèle quelque chose d'inconvenant. Ou peut-être avait-on besoin que le colonel disparaisse autrement. La substitution, ce n'était pas une simple tromperie. C'était un message. »« Un message à qui ?» demanda Armitage. Le regard de Poirot se porta à nouveau sur le verre de cognac. « À ceux qui savent ce qui s'est réellement passé, et à ceux qui l'ignorent. » On frappa à la porte d'entrée. Ferrare alla ouvrir et revint quelques instants plus tard avec un jeune agent portant une enveloppe de télégrammes humides. « Pour monsieur Armitage, » dit-il. Le notaire l'ouvrit et, tandis qu'il parcourait la page du regard, il fronça les sourcils. « Ce télégramme, il vient d'un cousin de Genève. Il dit qu'Henri lui a télégraphié hier. » Tout le monde s'est figé. « Mais c'est impossible, » murmura Rosalinde. « Nous l'avons enterré aujourd'hui. » Poirot leva la main. « Non, mademoiselle,
Nous avons enterré quelqu'un, mais peut-être pas la bonne personne. » Il se tourna vers Ferrars, sa voix désormais urgente. « Inspecteur, nous devons retrouver le colonel Talbot. Mort ou vivant, il est la clé de cette affaire. Et je vous recommande, s'il vous plaît, une fouille discrète du terrain et des dépendances, de la propriété. » Le ton de Poirot était ferme. « Il y a plus que de la confusion, il y a du dessein. Et le dessein, comme vous le savez, est la spécialité d'Hercule Poirot. » Tandis que le ciel gris planait au-dessus de Talbot House, Hercule Poirot se tenait sur le seuil du bureau du colonel, la tête légèrement penchée, les mains soigneusement croisées derrière le dos. Le bureau était plus petit que la bibliothèque, mais tout aussi méticuleusement entretenu. Une pièce propice à la contemplation, avec des boiseries sombres, un grand bureau en noyer et des étagères remplies de mémoires militaires et d'horaires de train alignés au mur. Poirot fit quelques pas mesurés à l'intérieur, ses chaussures cirées ne faisant aucun bruit sur le tapis turc. L'odeur était différente. Vieille encre, cuir ciré et une infime trace de tabac à pipe. Le regard de Poirot, exercé à 1000 subtilités, passa de l'encrier à Plumet au buvard, puis au tiroir légèrement entr'ouvert. Il fouilla dans sa poche intérieure et en sortit une paire de gants blancs. Ne dérangeons rien inutilement, hein? Mais il y a quelque chose ici qui ne colle pas, quelque chose qui ne cadre pas avec l'ordre de la pièce. L'inspecteur Ferrars se tenait à proximité, son bloc-notes ouvert, jetant de temps en temps un coup d'œil aux objets auxquels Poirot semblait accorder du poids, simplement en les observant. Poirot se dirigea vers le bureau. Le dessus était propre, à l'exception d'un coupe-papier, d'une simple feuille de papier buvard et d'une enveloppe fermée sans adresse. Il prit délicatement l'enveloppe. Elle était descellée. Faisant glisser le mot, il le lut en silence. Puis, très lentement, il le tendit à Ferrars. L'inspecteur a lu à haute voix. « Mes affaires sont à moi. Elles n'appartiennent à personne d'autre. J'ai fait la paix et laissé mes instructions. Ni pitié, ni sentiment. Ce qui est fait, est fait. » Il n'y avait pas de signature. Ferrars se gratta la tête. Un mot de suicide? Poirot haussa un sourcil. Si c'est le cas, c'est vague, presque énigmatique. Ça ne précise pas ce qui a été fait, seulement que quelque chose a été réglé. Ça pourrait aussi être interprété comme un avertissement ou un adieu avant une disparition plus concrète. Il jeta un coup d'œil au tiroir, puis l'ouvrit délicatement. À l'intérieur se trouvait une collection soigneusement empilée de correspondances, de registres et un trousseau de clés en laiton noué par un ruban. Poirot tira le trousseau et l'examina. Il remarqua qu'une clé présentait une curieuse ternissure verte autour de la boucle. Juste à ce moment-là, des pas se rapprochèrent. C'était Rosalinde, le visage pâle mais calme. « Vous avez demandé ? Madame Ampli, la gouvernante, dit-elle. Elle est dans le petit salon. » Poirot hocha la tête avec courtoisie. « Merci, mademoiselle. Dites-lui que je la rejoindrai bientôt. Et si vous me permettez une dernière question, quand avez-vous vu votre oncle vivant pour la dernière fois ?» Elle hésita. « Il y a 2 soirs. Nous avons dîné ensemble. Du canard laqué, je me souviens, avec son habituel bordeaux rouge. Il était silencieux, pensif. Il a dit qu'il avait envoyé une lettre à son cousin Maurice à Genève et qu'il préparait peut-être son voyage. J'ai trouvé ça bizarre. Il détestait quitter l'Angleterre. Mais il n'a pas donné plus d'explications. » Poirot la remercia et partit pour le salon du matin. Il trouva Madame Ampli, sagement assise sur une chaise au dossier rigide, les mains posées sur ses genoux. Cette femme d'une 60aine d'années avait un visage aux bajoues douces et une ferme détermination morale, le genre de personne qui dirige une maison comme un navire et laisse rarement traîner les bêtises. « Madame. »« Qu'Ampli, dit doucement Poirot. J'ai cru comprendre que c'était vous qui aviez trouvé le corps du colonel Talbot. »« Oui, monsieur, » répondit-elle, le menton levé. « Juste après l'aube. Je suis entré pour ouvrir les rideaux de la bibliothèque et je l'ai trouvé affalé dans le fauteuil près de l'âtre, toujours en pantoufles. Ses yeux étaient fermés. Il semblait paisible,
plus paisible que je ne l'avais vu depuis des semaines. Et vous avez convoqué le docteur Flett? Immédiatement, monsieur. Il est arrivé dans l'heure. Poirot se pencha légèrement en avant. Quelque chose vous a semblé inhabituelle ce matin-là. Elle hésita, les doigts crispés. Eh bien, ce n'est pas à moi de le dire, mais le colonel était particulier ces derniers jours. Il passait de longues heures enfermé dans son bureau. Il me demandait d'y apporter ses repas. Puis, une nuit, 2 nuits avant sa mort, je l'ai vu brûler quelque chose dans le brasero du jardin. Juste un tas de papier. Il ne m'a pas vu le regarder. Les yeux de Poirot brillèrent. Très intéressant. Et dites-moi, avez-vous déjà vu cette clé? Il lui montra la clé en laiton taché de verre qui se trouvait sur le bureau. Elle fronça les sourcils. Ça, c'est pour la porte de la cave. La vieille porte en pierre sous l'aile est, presque jamais utilisée. C'est surtout un espace de rangement. Des malles cassées, de vieux uniformes militaires, des outils, des bricoles. Je n'y suis pas allé depuis des années. L'expression de Poirot changea imperceptiblement. Pourriez-vous nous montrer, madame? 5 minutes plus tard, Poirot, Ferrare et madame Ampli se tenaient devant la lourde porte en bois, encastrée dans les fondations inférieures de l'aile est. Les marches de pierre qui y descendaient étaient humides et inégales, l'air vicié et teinté de moisissure. La serrure tournait avec effort. À l'intérieur, la cave était immense, revêtue de briques et remplie de reliques poussiéreuses des décennies passées. Un vélo rouillé était appuyé contre un coffre en bois et une pile de drapeaux militaires défraîchis était à moitié enfouie sous une bâche. Poirot marchait lentement, inspectant chaque ombre. Près du fond, il s'arrêta. Là, à moitié recouvert d'une couverture rongée par les mites, se trouvait un objet qui coupait le souffle à Ferrars. Un deuxième fauteuil, presque identique à celui de la bibliothèque. À côté, une bouteille de cognac, un cendrier avec un cigare écrasé, un journal plié daté de 2 jours auparavant, et sur les dalles, de légères traces, des traces de traînées. Poirot s'agenouilla prudemment, touchant le sol. « Ici, dit-il. Quelqu'un s'est assis ici récemment. Ça n'a pas duré longtemps. Quelqu'un était caché dans cette pièce, ou retenu ici. Mais dans quel but ?» murmura Ferrare. Poirot se leva. « Voilà, mon ami, la question à laquelle nous devons maintenant répondre. Mais cela confirme ce que je soupçonnais. Un échange a eu lieu. Le véritable colonel Talbot a soit disparu volontairement, soit été enlevé. Et cet endroit a joué un rôle. » Ils sortirent à nouveau à l'air libre, Poirot s'arrêtant pour examiner le ciel. La brume s'était épaissie. Les nuages pesaient bas sur les collines. « Inspecteur, » dit-il sèchement, « j'aimerais parler au cousin à Genève. Nous devons vérifier quand ce télégramme a bien été envoyé. En attendant, quelqu'un dans cette maison en sait plus qu'ils ne le disent. Et tu penses qu'ils parleront ?» Poirot sourit faiblement. « Ils n'en auront pas besoin, j'observerai. Les mensonges se révèlent toujours comme des rides sous la poudre. Et moi, Hercule Poirot, je les découvrirai. » De retour à Talbot House, la tension était plus intense que les nuages qui s'amoncelaient à l'extérieur. Poirot, revenu de la cave, la découverte encore présente dans ses pensées, se tenait, maintenant dans le hall d'entrée, le regard fixé sur un objet apparemment anodin. L'horloge de parquet, tic. Tic, tic. Le son était devenu irrégulier, un battement de cœur décalé. L'expression de Poirot restait impénétrable, mais quelque chose dans le rythme le déplaisait. Il s'approcha, examinant le cadran. Les aiguilles étaient correctes, juste après 4 heures. Mais le mécanisme, trop bruyant et un peu trop rapide. Pas un défaut mécanique, une interférence intentionnelle, peut-être? Curieux, murmura Poirot. Comme les plus petites incohérences sont celles qui sont les plus criantes. Pardon, monsieur? S'exclama l'inspecteur Ferrare derrière lui. L'inspecteur revenait tout juste de son enquête auprès du jardinier et essuyait la pluie sur les manches de son manteau. Poirot ne se retourna pas. Cette horloge, elle a été trafiquée, juste légèrement.
Le mécanisme accélère. Mais pourquoi? À quoi bon faire tic-tac un peu trop vite? Pour créer une confusion peut-être quant au moment où quelque chose s'est produit? Ferrare se frotta le menton. Tu penses-tu que l'heure du décès a pu être manipulée? Poirot hocha légèrement la tête. Le temps, mon ami, est l'illusion la plus facile à falsifier quand le corps ne peut pas parler. Si l'on veut altérer la perception, nul besoin de bouger les mains. Il suffit de modifier le rythme. Il se détourna brusquement et dit « Parlons à nouveau avec Rosalind. Je crois que nous devons maintenant poser le genre de questions qui sont, comment dire, d'une précision inconfortable. » Ils trouvèrent Miss Talbot dans le salon, assise de nouveau sur le canapé Queen Anne, un livre ouvert mais non lu, sur ses genoux. Elle se leva à leur entrée. « Mademoiselle Talbot, » commença Poirot d'un ton poli et formel, « vous avez été très coopérative, et je vous en remercie. Mais il faut aller plus loin. Vous étiez proche de votre oncle, n'est-ce pas? » Elle hocha la tête à contre-cœur. « Je suppose que j'étais la personne la plus proche de lui. Il n'y avait plus d'enfants, plus de frères et sœurs en vie. Après le départ de tante Marguerite, il a changé. Il est devenu plus réservé. »« Gardé de quelle manière ?» demanda Ferrars. Il mettait des choses sous clé, des lettres, des photos. Même les tiroirs de son bureau ont commencé à avoir des clés différentes. Elle marqua une pause, puis ajouta « Il avait des secrets, je crois. Je ne sais pas lesquels, mais il le rendait nerveux. » Poirot échangea un regard avec Ferrars avant de s'approcher. A-t-il jamais évoqué des craintes pour sa sécurité? Ou des problèmes financiers? Des disputes? Rosaline se mordit la lèvre. Il y avait quelqu'un. Une femme qui est venue le voir, plus d'une fois, le mois dernier, et encore il y a 2 semaines. Poirot haussa légèrement les sourcils. Une femme? Qui? Je ne connais pas son nom. Elle est arrivée en voiture, vert foncé, et portait des gants même à l'intérieur. Elle n'était pas du coin. Oncle n'aimait pas beaucoup les visites, mais il la voyait toujours. Après sa dernière visite, il avait l'air malade. Poirot se tapota le menton du doigt. « Et cette femme, avez-vous déjà entendu leur conversation ?»« Un an, dit Rosalinde. Mais un jour je l'ai vue quitter la maison. Elle m'a jeté un bref coup d'œil. Il y avait quelque chose dans son expression. Pas du mépris. De la pitié peut-être, je ne sais pas. Mais ça m'a perturbé. » Ferrare prenait des notes. « Pourriez-vous la décrire? Grande, pâle, des cheveux cuivrés. Elle portait une broche, une hirondelle en vol. Les yeux de Poirot se plissèrent. « Une broche d'hirondelle. »« Ah, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. Mais Poirot se contenta de dire « J'ai déjà vu ça. Et maintenant, je crois qu'il est temps de poser quelques questions aux villageois. Inspecteur, puis-je vous demander de m'accompagner pour une petite promenade jusqu'à la poste ?» Ferrars parut légèrement surpris. « La poste ?» Poirot sourit. « Mais bien sûr, c'est la rubrique des potins de la campagne anglaise. » Le village de Lower Blenheim était niché au pied d'une petite colline. Sa rue principale formait une simple courbe de boutiques, un primeur, un pub, une pharmacie et le bureau de poste, dont la porte rouge s'écaillait légèrement. La cloche tinta lorsque Poirot et Ferrars entrèrent. Derrière le comptoir se tenait Miss Edna Pettingill, une femme joyeuse d'une 50aine d'années, au regard perçant et à la mémoire encore plus vive. « Ah, monsieur Poirot !» salua-t-elle. « Quel remue-ménage, paraît-il ?»« Pauvre colonel Talbot, terrible nouvelle ?» Poirot s'inclina légèrement. « En effet, mademoiselle, une affaire bien fâcheuse et étrange. J'espérais que vous pourriez nous aider pour une petite affaire. Vous souvenez-vous de visiteurs chez le colonel ces dernières semaines, surtout une femme, grande, rousse, inconnue du village ?» Le visage de mademoiselle Pettingill s'illumina de reconnaissance. « Ah oui, elle est venue 2 fois pour envoyer des télégrammes. Elle payait toujours en pièces. Chose étrange, elle n'a jamais donné d'adresse de retour. »« Que disaient les télégrammes ?» demanda Ferrare. « Bon, je ne devrais pas le dire, mais... » Elle se pencha et jeta un coup d'œil pour s'assurer que la boutique était vide. Le premier est allé à Genève.
Il disait simplement « prêt à commencer ». Confirmation à la prochaine étape. Le deuxième était plus court. Instruction floue, danger croissant. Celui-là a été envoyé il y a 2 jours. Poirot hocha la tête pensivement. Et elle a posté quelque chose? Mademoiselle Pettingill pinça les lèvres. Un petit colis. Du papier Kraft. Envoyé à un notaire à Londres. Barrington and Webb. Je m'en souviens parce que ce nom sonnait très bien. Merci, mademoiselle, dit Poirot. Vous m'avez été d'une grande aide. Alors qu'ils remontèrent le chemin, Ferrare secoua la tête. Qu'en penses-tu? Poirot joignit les mains derrière son dos. On se livre à un jeu, mon ami. Pas de force brute, mais de stratégie. Cette femme, qui qu'elle soit, était impliquée dans une affaire clandestine avec le colonel. Les télégrammes parlent d'étapes, d'instructions, de danger. Tu penses que c'est de l'espionnage? Non, répondit lentement Poirot. Pas tout à fait. Il y a tromperie, certes, mais elle semble personnelle. Quelqu'un orchestre l'histoire, la découverte du corps, la substitution comme pour créer une illusion bien précise. Ils retournèrent à Talbot House alors que la lumière commençait à faiblir. Dans le hall d'entrée, un mot les attendait. C'était de Louis Armitage, l'avocat. « Veuillez venir immédiatement. Je viens de recevoir un document inquiétant. Urgent. Los Angeles. » Poirot leva les yeux. « La toile se resserre, mon ami. Et maintenant ?» Les yeux de Poirot brillèrent faiblement. « Maintenant, suivons les fils. L'un d'eux mènera à la vérité. Mais attention, la vérité, comme un invité de bal masqué, se cache souvent au grand jour. » Le salon du modeste cottage de Lewis, Armitage, à la limite sud du village, contrastait avec l'élégance sombre de Talbot House. Il était brillamment éclairé par des appliques à gaz et un âtre crépitant, et des étagères encombrées de papier s'élevaient en tours désordonnées contre chaque mur. Armitage, sa silhouette frêle penchée sur un plateau de thé, semblait avoir vieilli de 5 ans en autant d'heures. Il fit à peine signe à Poirot et à l'inspecteur Ferrare lorsqu'ils entrèrent. Poirot prit le fauteuil en face de lui et rangea soigneusement ses gants dans la poche de son manteau. « Monsieur Armitage, votre note disait que vous aviez reçu un document inquiétant. » L'avocat acquiesça et lui tendit une enveloppe couleur crème. « Elle est arrivée par courrier, du soir remise en main propre. Pas d'adresse de retour, juste mon nom. Je ne m'attendais à rien d'inhabituel, mais quand je l'ai ouverte, Poirot prit soigneusement la lettre et la déplia. L'écriture était ferme et disciplinée, mais avec quelques fioritures qui suggéraient un homme d'âge mûr habitué à une éducation formelle. La lettre disait « À ouvrir uniquement à mon décès par mon avocat, M. Lewis Armitage. Si cela vous est parvenu, alors je ne suis plus en vie, même si ce n'est peut-être pas, comme d'autres peuvent le croire. Je me suis fait des ennemis, certains mérités, d'autres accidentels. J'ai gardé le silence sur certaines affaires par crainte de mettre autrui en danger. Mais le silence n'a jamais sauvé personne, du moins pas vraiment. La femme qui est venue me voir est la clé. Si elle est réapparue, alors le plan est en marche. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Même dans la mort, les apparences sont trompeuses. Ne faites confiance à personne sans certitude. La vérité ne réside pas dans ce qui est montré, mais dans ce qui manque. Je vous laisse, et à Hercule Poirot, s'il s'en mêle, le soin de faire justice. Achetez. Poirot lut la lettre 2 fois en silence, avant de la plier délicatement et de la remettre dans l'enveloppe. Il ne parla pas immédiatement. Il ferma les yeux un instant, comme s'il retournait chaque mot dans sa tête comme des pierres dans un ruisseau. Finalement, il dit doucement « Rare est l'homme qui rédige un avertissement posthume avec autant d'économie et d'élégance. Votre colonel Talbot était, je crois, un homme de précision. Et il savait sans l'ombre d'un doute que sa mort serait suivie d'un mensonge. » Ferrare fronça les sourcils. « Tu crois qu'il avait anticipé le changement de corps? Peut-être, ou peut-être y était-il pour quelque chose. » Poirot jeta un coup d'œil à Armitage. « Le colonel Talbot vous a-t-il déjà parlé d'ennemis, de difficultés financières ou de relations dangereuses? » Armitage secoua la tête. « Pas directement.
Mais il avait certains papiers, des documents scellés qu'il m'a demandé de garder confidentiels. Il n'a pas laissé de testament traditionnel, juste une directive pour ouvrir une boîte en cas de décès. Cette boîte, cependant, il hésita. « Oui ?» demanda Poirot. « Est portée disparue. »« Tu es sûr ?» ?»« J'ai vérifié ce matin. Il était dans le coffre de mon bureau, un coffre en fer marqué uniquement de ses initiales. J'avais l'intention de l'ouvrir aujourd'hui en votre présence, mais quand j'ai ouvert le coffre, il avait disparu. » Ferrare leva brusquement les yeux. « Et tu n'as dit ça à personne ?»« Pas jusqu'à maintenant. » Poirot se leva époussetant une poussière imaginaire de sa manche. « Alors, il faut considérer deux choses. Premièrement, la personne qui a pris le coffre avait accès non seulement à cette maison, mais aussi à votre coffre-fort privé. Deuxièmement, cette personne connaissait sa valeur avant la mort du colonel. » Il s'avança vers le feu, se réchauffant les mains. « Vous souvenez-vous, inspecteur, de la femme que mademoiselle Talbot a décrite, celle avec la broche hirondelle? Je crois qu'elle est plus qu'une messagère. Elle pourrait bien être l'architecte. »« Les télégrammes le confirment, » acquiesça Ferrare. « Mais qui est-elle? »« Cela, dit Poirot, il faut le découvrir. Et vite. » Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Armitage leva les yeux surpris. « Je n'attendais personne. » Ferrare ouvrit la porte. Dehors se tenait un garçon, à peine 13 ans, les joues irritées par le vent, un bout de papier, plié dans sa main gantée. « Message pour Monsieur Poirot ?» dit le garçon en le poussant en avant de se précipiter sous la pluie. Poirot l'ouvrit. L'écriture était grossière, presque enfantine, et écrite au crayon. On l'a vu, la dame aux cheveux cuivrés, à la porte du jardin derrière Talbot House. Ce soir, minuit. Ferrare jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Piège ?» Poirot secoua la tête. « Non, une représentation. Quelqu'un souhaite être vu, peut-être pour nous guider, ou peut-être pour tester notre vigilance. » Il se tourna vers Armitage. « Gardez la lettre, verrouillez vos portes. Ne parlez à personne jusqu'à notre retour. Inspecteur, je crois que nous devons nous préparer pour une promenade sous la pluie. » Le jardin de Talbot House était une longue pente en terrasse, descendant jusqu'à une haie épaisse interrompue par un petit portail en fer forgé. Au-delà s'étendait le bois, une mince ceinture d'arbres séparant le domaine de la périphérie du village. Le vent soufflait à travers les ifs, éparpillant les feuilles mortes et courbant les tiges des fleurs comme en signe de deuil. Poirot arriva tôt, 11h30 en fait. Il se tenait avec Ferrare dans l'alcôve supérieure, près de la tonnelle de rose, l'ombre leur offrant suffisamment de protection pour surveiller le portail en contrebas. « Tu crois qu'elle viendra ?» demanda Ferrare si Poirot ajusta son chapeau. « Oh oui, ce mot a été écrit avec réflexion. Si elle a pris la peine d'organiser une rencontre, elle veut être vue, mais pas forcément entendue. Elle ne peut pas s'approcher. Nous devons surveiller. » Minuit s'avança silencieusement. Le vent s'arrêta. Puis, à travers la brume, une silhouette apparut. Elle portait un long manteau, bleu marine profond ou noir, et des gants qui scintillaient sous la faible lumière des étoiles. Ses cheveux, bien qu'épinglés, étaient indéniablement cuivrés. Elle marcha lentement, presque rêveusement, le long du mur du jardin avant de s'arrêter devant le portail. Elle ne l'ouvrit pas. Elle resta simplement là, face à la maison. Poirot ne bougea pas. Ferrare non plus. La femme resta immobile exactement 2 minutes. Puis elle fouilla dans son manteau, en sortit quelque chose et le déposa sur le poteau du portail. Sans se retourner, elle se retourna et s'enfonça dans les arbres, disparaissant dans l'ombre. Ils ont attendu 1 minute entière avant de s'approcher. Sur le poteau du portail se trouvait une broche en argent, en forme d'hirondelle. En plein vol à côté se trouvait un morceau de papier plié. Poirot le ramassa et le lut à haute voix. « Vous êtes proche. » Mais il y a plus. Le colonel savait ce qu'il détenait. Renseignez-vous sur l'abbaye de Lenton, pas de police, pas de mensonge. Minuit était votre chance de faire preuve de discrétion. Nous vous surveillons. Ferrare le fixa. L'abbaye de Lenton.
Poirot hocha lentement la tête. Ça commence à prendre sens. Quelque chose de précieux, des documents, peut-être, liés au passé du colonel. L'abbaye de Lenton était autrefois un refuge pour les officiers retraités après la guerre. Aujourd'hui, un lieu de retraite privé pour des personnalités gouvernementales discrètes. Elle a été fermée il y a 5 ans suite à un scandale. Encore de l'espionnage? Non, répondit Poirot. Du chantage, des secrets échangés contre le silence. Et si le colonel Talbot avait des relations là-bas, alors ce qu'il détenait pouvait menacer de puissantes réputations. Ils se retournèrent vers la maison. « Inspecteur, » dit doucement Poirot, « nous devons nous préparer. Demain, nous irons à l'abbaye de Lenton. Mais ce soir, quelqu'un est revenu dans cette maison, non pas pour une confrontation, mais pour laisser un signe. Ils souhaitent que nous suivions la piste qu'ils ont tracée. Nous nous y conformerons. » Il empocha la broche et le mot. Alors qu'il retournait vers la lumière du salon, Poirot ajouta en fronçant les sourcils « Mais n'oublions pas, le mort dans le cercueil n'a toujours pas été identifié, et quelque part, le vrai colonel est peut-être encore vivant, ou fraîchement décédé. L'horloge, elle, bat encore plus fort. Le voyage jusqu'à l'abbaye de Lenton fut sombre. Le lendemain matin, un léger voile de brouillard persistait sur les haies, et la campagne habituellement animée par le vacarme paisible des villages semblait suspendue dans le temps. Hercule Poirot était assis sagement à l'arrière de la voiture de location. Ses mains gantées posées sur une petite valise en cuir contenant la broche, le mot anonyme et la lettre du colonel Talbot. À côté de lui était assis l'inspecteur Ferrare, resté inhabituellement silencieux tout au long du trajet. Ses sourcils étaient froncés et sa mâchoire serrée, comme si une question intérieure refusait de s'éteindre. La voiture quitta la route principale pour s'engager sur un chemin de gravier sinueux, bordé de pierres moussues et de ronces envahissantes. Au bout se dressait l'abbaye de Lenton, moins une abbaye qu'un manoir géorgien reconverti, autrefois utilisé comme discrète maison de retraite pour le personnel militaire et diplomatique, sous ce que Poirot appelait le voile trouble de la discrétion officielle. Le bâtiment était vaste et symétrique, sa façade en pierre calcaire striée par le temps. Le lierre s'enroulait sur ses flancs tels des veines vertes, et les fenêtres, bien qu'intactes, avaient un air abandonné. Un portail en fer forgé leur barrait le passage. Ferrare en sortit, examina la serrure rouillée, et avec l'aide du chauffeur réussit à l'ouvrir avec un grognement de protestation. La voiture s'arrêta devant le perron principal. Poirot émergea délicatement, époussetant une poussière invisible de sa manche. Un lieu de silence, certes, mais pas de paix. Je le sens dans l'air, des secrets enfouis comme des os. Les portes d'entrée s'ouvraient non pas sur la grandeur, mais sur l'abandon. Le hall d'entrée était sombre, les lustres éteints, la moquette rongée par les mites, et une légère odeur d'humidité montait des dalles de pierre. Pourtant, quelque chose dans l'agencement, la symétrie calculée, l'espacement précis des portraits au mur, évoquait un lieu qui valorisait autrefois l'ordre et le contrôle. Un gardien les accueillit. M. Evers, un homme maigre d'une 60aine d'années, portant des lunettes opaques et un gilet couleur crème, s'inclina avec raideur. « Vous voudrez alors les appartements du colonel », dit-il sans manifester la moindre curiosité. « Le personnel est parti, bien sûr. Il ne reste plus que moi et le gardien de nuit. Plus personne ne vient ici, plus après l'enquête. » La moustache de Poirot tressaillit légèrement. « L'enquête. Ah oui. Un scandale, je crois, impliquant des documents disparus, des fonds non comptabilisés, et un certain major Lennox qui a disparu avant de pouvoir témoigner. » M. Evers hocha lentement la tête. « Et on ne l'a jamais revu. Certains disent qu'il est mort en France, d'autres qu'il a changé de nom et disparu dans les colonies. » Ferrare demanda « Et le colonel Talbot? Il a pris brièvement sa retraite ici après la guerre. Il y est resté près de 6 mois. Il était généralement réservé, mais il était l'un des rares à poser des questions. Il était pénible, à mon avis. Il demandait toujours des nouvelles de sa vieille correspondance.
Il a même voulu un jour accéder à l'aile réservée à la bibliothèque. Poirot leva les yeux. Interdit? Vous avez encore un endroit comme celui-là? Evers se déplaça mal à l'aise. Ce n'est pas entretenu. Mais oui, c'est dans le couloir est, fermé depuis la fermeture. J'aimerais bien le voir, dit Poirot. Ils traversèrent un long couloir bordé de portraits d'hommes en uniforme au regard solennel, passèrent devant plusieurs portes verrouillées, jusqu'à ce qu'Evers s'arrête devant 2 hautes portes cerclées de fer. Il tâtonna avec un trousseau de clés avant que l'une d'elles ne tourne enfin la serrure rigide. Les portes s'ouvrirent en grinçant avec un grincement réticent. La pièce au-delà était longue et étroite, ses étagères noyées dans la poussière et la pénombre. Des classeurs métalliques bordaient un mur. L'autre contenait d'étroits tiroirs et des coffres forts, dont beaucoup avaient des charnières rouillées ou des étiquettes cassées. Mais ce qui retint l'attention de Poirot, ce ne fut pas le délabrement, mais la sensation d'une interruption. Une chaise était posée, devant un petit bureau au centre. Un stylo-plume reposait sur un buvard jauni, un encrier vide. Et sous le buvard, à peine visible, le coin d'une chemise en papier Kraft. Poirot s'empressa d'agir. Il sortit le dossier et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une liasse de correspondance marquée « Confidentiel », Commission d'enquête Lenton 1919. Il parcourut le contenu. Nom, registre financier, lettres chiffrées et une phrase répétée dans une annotation en marge « TGS, actif compromis, déplacé en territoire neutre, archives relocalisées ». Ferrare se pencha par-dessus son épaule. « TGS » Poirot murmura. Les initiales de Talbot étaient HT. Mais TGS, c'était bien les initiales sur la clé verte ternie, n'est-ce pas? Oui, légèrement gravée. Poirot referma le dossier. Nous savons maintenant quelque chose d'essentiel. Le colonel Talbot n'était pas seulement un observateur de l'enquête, il y participait. Peut-être même le gardien de ce qui restait après le scandale. Et il a gardé ses documents cachés ou les a déplacés. Cet endroit était compromis. Quelqu'un voulait faire oublier ses papiers, mais Talbot en gardait des copies, peut-être des doubles. Cela pourrait expliquer la visite de la femme, les messages, et pourquoi quelqu'un a voulu remplacer son corps. Le véritable secret ne résidait pas seulement dans sa mort, mais dans ce qu'il possédait. Alors qu'ils se retournèrent pour partir, Poirot s'arrêta. Quelque chose avait attiré son attention. Une plaque en laiton sur le mur à côté de la porte, à peine lisible à cause de la crasse. Coffre-fort mémoire, accès restreint, archives classées. « Monsieur Evers, » dit Poirot. « Qu'est-ce? Qui se cache derrière tout ça ?» Le vieil homme hésita. « Vieux dossier militaire. Certains disent que ce sont des effets personnels de ceux qui se sont donné la mort ici. C'était une condition de discrétion. Ne jamais être dérangé. Montre-moi. Je ne peux pas, dit Evers, soudain pâle. La clé était détenue par le major Lennox. Quand il a disparu, le coffre était scellé. Poirot se tourna vers Ferrare. Alors il faut le desceller. Il pourrait contenir ce que le colonel cherchait à protéger. Ferrare hocha la tête d'un air sombre. Je m'arrangerai avec le magistrat du comté. Alors qu'il quittait l'abbaye de Lenton, les nuages commençaient à se dissiper. Mais un profond malaise subsistait. Dans la voiture, Poirot était assis, pensif et silencieux. Ferrare finit par le briser. Si Talbot cachait quelque chose ici, quelque chose de dangereux, pourquoi ne pas le détruire? Poirot répondit doucement. Parce que parfois, mon ami, on cache la vérité non pas pour se protéger, mais pour s'assurer qu'elle éclate au grand jour. Talbot ne craignait pas la mort, mais l'effacement. Et quelqu'un, notre visiteur roux, peut-être, fut envoyé pour l'effacer. Il tapota l'enveloppe dans sa valise. Mais il était malin, et maintenant nous avons le fil. Il ne nous reste plus qu'à le suivre, peu importe le nombre de faux pas. Alors qu'il revenait sur la route principale, une silhouette se tenait, à la lisière du bois, à peine visible dans la brume. Poirot se pencha en avant et observa. Un manteau sombre, des cheveux roux cuivrés,
la femme, mais alors que la voiture ralentissait, elle se retourna et disparut dans les arbres. Poirot murmura « Elle n'en a pas encore fini avec nous. » Le lendemain matin, une clarté fragile illuminait la campagne, anglaise. La brume s'était dissipée, révélant des champs bordés de givre et des toits aux reflets dorés. À Talbot House, cependant, l'air restait lourd de questions non posées et d'indices découverts mais non résolus. Hercule Poirot se leva à son heure habituelle, prit son bain, s'habilla avec précision d'un costume gris tourterelle et de guêtre, et prit son petit déjeuner dans le solarium, surplombant le jardin. La broche, en argent délicate en forme d'hirondelle en vol, était posée sur la table à côté de sa tasse de thé, talisman du mystère restant à résoudre. L'inspecteur Ferrare arriva peu après 8 heures, apportant un télégramme, et de Genève. Poirot l'accepta avec une légère révérence et le déchira. Maurice Talbot confirme avoir reçu un télégramme post-daté, un jour après le décès annoncé. Aucune information sur l'expéditeur. Avertissement de ne pas répondre, avant d'en avoir reçu de nouvelles instructions. Prudence recommandée. Bureau de l'ambassade. Poirot expira doucement par le nez. Donc le colonel ou quelqu'un utilisant son nom était vivant après sa mort supposée, ou du moins suffisamment vivant pour manipuler les communications. Ferrare était assis raide dans un fauteuil en osier. Alors le corps dans le cercueil, certainement pas celui de Talbot. Nous avons dépassé ce stade, mon ami. Maintenant, il faut se demander qui était le leur et qui a orchestré le changement. La réponse réside dans ce que le colonel Talbot possédait et que quelqu'un souhaitait désespérément réduire au silence. Il tapota la broche hirondelle du doigt. Cette femme, c'est notre boussole. Elle n'a pas cherché à nous nuire. Au contraire, elle veut que la vérité soit découverte, mais à ses conditions. Un jeu d'ombre, certes, mais pas de pure malveillance. Elle craint quelque chose, ou quelqu'un. Ferrare se pencha en avant. Et maintenant, Poirot croisa les doigts. Il faut revenir au début. Le verre à cognac, la bibliothèque, le détail oublié, c'est là, je crois, que notre fil conducteur se nourra. Poirot insista pour qu'ils retournent à la bibliothèque de Talbot House. La pièce était telle qu'elle était le matin des funérailles. Calme, paisible, une légère trace de vieux tabac persistant dans l'air. Poirot ne se pressa pas. Il examina tout avec la grâce d'un danseur, flottant de la cheminée au fauteuil, du bureau à la carafe. Il s'arrêta devant le verre qui reposait encore, sale, sur la table d'appoint. « Avez-vous remarqué, inspecteur, que le séchage n'est pas uniforme? Là, à l'intérieur, il y a des résidus. Quelqu'un, peut-être la gouvernante, a vidé la pièce trop tôt. La vitre aurait dû être retirée en même temps que le corps, mais elle était restée. Inhabituelle, vous ne trouvez pas ?» Ferrare plissa les yeux. « Tu crois que le verre était censé rester là ?» Poirot hocha la tête, comme un indice ou comme une diversion. Les deux sont des outils utiles pour ceux qui jouent avec l'illusion. Mais quelque chose d'autre me trouble. Ceci, il brandit la carafe, n'est pas le brandy habituel du colonel. Ferrare fronça les sourcils. Tu peux le savoir à l'odorat? Non, je le sais par familiarité. La nièce du colonel Talbot a mentionné qu'il appréciait un bordeaux rouge particulier pour les repas. Et son dernier verre, selon Madame Ampli, était un armagnac français, conservé dans le placard de son bureau. Ceci n'est pas de l'armagnac. C'est quelque chose de plus doux, utile, plutôt une teinture à base de plantes. Ferrare recula. Alors quelqu'un a échangé la bouteille? Les yeux de Poirot brillèrent. Oui. Et où dans un village anglais pourrait-on se procurer une telle teinture, au subtil sédatif dissimulé sous un arôme agréable? Ferrare répondit aussitôt « L'apothicaire. L'apothicaire du village. U.R. Blish, en Fils, fournisseur de médicaments et fortifiants curieux, s'élevait dans la rue principale depuis plus de 80 ans. La cloche au-dessus de la porte retentit d'un tintement musical lorsque Poirot et Ferrare entrèrent. Derrière le comptoir se tenait M. Edward Blish en personne, un septuagénaire vif aux cheveux blancs clairsemés
et aux lunettes pince-nez dorées. Les étagères derrière lui brillaient de flacons de toutes les couleurs, cobalt, ambre et vert opaque. Des étiquettes en lettres cursives annonçaient des toniques apaisants, des baumes pour les nerfs et des élixirs pour le sommeil. « Messieurs, salua Blish, que puis-je vous proposer aujourd'hui? De la teinture de marjolaine, un substitut de laudanum, des sachets parfumés. » Poirot acquiesça gracieusement. « Monsieur Blish, nous ne venons pas en tant que clients, mais en tant que curieux. Récemment, une bouteille d'eau-de-vie sucrée, infusée, croyons-nous, avec des sédatifs à base de plantes, a été consommée par un homme de ce village. Une telle préparation pourrait-elle être originaire d'ici? » Blish se caressa le menton. « Du brandy sucré, des sédatifs? On prépare une préparation pour le sommeil, du camphre, de la valériane et une goutte d'alcool, utile pour les patients âgés. » Ferrare intervint. « Vous le vendez? Au particulier ou sur ordonnance? » « Les deux. Je garde une trace de toutes les ordonnances composées. Puis-je demander le nom de ce monsieur? »« Colonel Henry Talbot, » dit doucement Poirot. Blish haussa les sourcils. « Ah oui, pas directement, mais oui. Il y a une dizaine de jours, une femme est entrée, élégante, aux cheveux cuivrés, éloquente. Elle a dit qu'elle s'occupait d'un parent malade et qu'elle avait besoin de quelque chose pour le calmer. Elle a commandé 2 bouteilles du mélange, à base de brandy, comme demandé. Payé en espèces. » La bouche de Poirot se courba légèrement. « A-t-elle donné un nom? »« Mademoiselle. Violet Durant. Française, dit-elle. Mais l'accent était indistinct, éduqué, peut-être cultivé. Elle a demandé expressément que la teinture ne soit pas trop amère. Elle a dit que son oncle était exigeant. »« Et elle n'est pas revenue? »« Non, monsieur. Mais elle a laissé une carte de visite avec seulement ses initiales. V.D. Lettre pressée sur soie. Sans adresse. » Poirot se tourna vers Ferrare. « Voyez-vous, mon ami, chaque couche se détache pour révéler des artifices toujours plus minutieusement agencés. Cette femme, Violette Durand, souhaitait être connue, mais pas traquée. Un nom juste assez crédible pour passer. Un dosage assez précis pour calmer, mais pas tuer. » Ferrare avait l'air sombre. Elle n'essayait pas de l'empoisonner. Elle essayait de le contrôler. La voix de Poirot était calme. Oui, peut-être pour le rendre docile. Peut-être pour permettre le changement de corps tout en s'assurant qu'il ne puisse pas résister. Ils sortirent sous le soleil, qui commençait à s'aiguiser avec l'éclat de cette fin de matinée. Le givre avait fondu sur la route, mais le froid persistait. Poirot marchait lentement, les mains derrière le dos. Violette Durand n'est pas une amatrice. Elle manigance quelque chose. La visite à l'abbaye de Lenton, les archives disparues, les télégrammes, le corps factice. Il ne s'agit pas seulement de Talbot. Il s'agit d'influence. Ferrare hocha la tête. Il faut qu'on découvre ce que Talbot détenait. Les archives disparues, les dossiers du TGS. Poirot s'arrêta. Non, ce qu'il faut, c'est comprendre. Pourquoi elle ne les a pas encore récupérés? Pourquoi laisser des indices? Pourquoi m'impliquer? Ferrare le fixa du regard. Tu crois qu'elle n'a pas le contrôle? Poirot répondit, je pense qu'elle est surveillée, comme nous. Et je pense... Il fut interrompu par l'arrivée d'un agent de police à vélo, essoufflé. Inspecteur, un télégramme vient d'arriver à la gare, urgent. De Londres? Barrington and Webb? Ferrare le prit, le lut une fois et blêmit. Ils ont identifié l'homme dans le cercueil. Pas le colonel Talbot. Il s'appelle Howard Bellamy. Ancien commis militaire. Disparu depuis 1920. Vu pour la dernière. Foisson, affecté à l'abbaye de Lenton. Poirot prit le télégramme. Ses lèvres se pincèrent tandis qu'il lisait. Bon. Le cercle commence à se refermer. Bellamy était l'homme destiné à disparaître. Au lieu de cela, il est devenu l'appât. Mais qui l'a utilisé et dans quel but, cela reste à déterminer. Il leva les yeux vers Ferrare, sa voix basse et certaine. Il est temps de reparler avec Rosaline Talbot. Il y a des choses qu'elle ne nous a pas dites, et je crois qu'elle n'est peut-être pas celle qu'elle prétend être. Talbot House accueillit le retour par un étrange silence.
La lourde porte grinça sous la main de Poirot, révélant un couloir baigné par le soleil de fin de matinée. Des grains de poussière dansaient dans les poutres obliques qui traversaient les hautes fenêtres, et quelque part au fond de la maison, une horloge sonnait la demi-heure. Pourtant, quelque chose clochait, pas perturbé, juste immobile. Comme si la maison elle-même retenait son souffle, l'inspecteur Ferrare entra derrière Poirot, digérant encore le télégramme désignant le défunt dans le cercueil. Howard, bel ami ancien militaire présumé disparu depuis des années, désormais enterré sous le nom de colonel Talbot, un nom inattendu, un nom qui rappelait l'abbaye de Lanton Poirot, cependant ne pensait pas à Bellamy, mais à Rosalind Talbot. « Elle est au petit salon », dit Madame Amply apparaissant comme un fantôme dans le couloir. Elle y est restée presque toute la matinée. Elle regarde par la fenêtre. Elle dit avoir besoin d'air, mais elle n'est pas sortie. Poirot hocha la tête. « Merci, madame. Ne nous dérangez pas, s'il vous plaît. » Le salon était lumineux et fleuri, avec des rideaux en chintz et un vase d'œillets fanés posé sur une table d'appoint en acajou. Rosalind était assise sur un canapé, le dos droit, un livre ouvert sur ses genoux, mais intact. Elle leva les yeux à leur entrée, l'air méfiant. « Vous avez appris quelque chose ?» Poirot ne répondit pas immédiatement. Il s'assit en face d'elle et croisa les mains. Ferrare resta debout, les bras croisés, près de la porte. « Mademoiselle, dit doucement Poirot, que savez-vous d'un homme nommé Howard Bellamy ?» L'effet fut immédiat. Les yeux de Rosalind s'écarquillèrent, légèrement, mais suffisamment. Ses doigts se crispèrent sur le bord du livre. « Je n'ai jamais entendu parler de lui. »« Non, » répondit Poirot d'un ton calme et définitif. « Ne me mentez pas. Nous avons identifié l'homme enterré au nom de votre oncle. Ce n'était pas votre oncle, c'était Bellamy, un homme qui a disparu après une enquête à l'abbaye de Lenton en 1920. » Rosaline se leva brusquement, le visage terni. « Je ne vois pas de quoi tu parles. » Ferrare fit un pas en avant. « Mademoiselle Talbot, si c'est votre vrai nom, je dois vous prévenir. » Mais Poirot leva la main. « Ne menaçons pas, inspecteur, comprenons-nous. » Il se tourna vers Rosalind. « Je crois que vous n'êtes pas du tout sa nièce. Je crois que vous avez été placée ici, peut-être par Talbot lui-même, peut-être par un autre. Je crois que vous avez joué un rôle dès le début. Mais maintenant, l'histoire s'effiloche, mademoiselle. Elle s'effiloche sur les bords. » La voix de Rosalind, lorsqu'elle se fit entendre, était basse et calme. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. »« Je sais, dit Poirot, que votre ressemblance avec une femme sur une vieille photo, Marguerite, n'est pas une coïncidence. Les pommettes, les yeux. J'ai vu la photo dans le bureau, à moitié cachée derrière d'autres. Vous n'êtes pas Rosalind Talbot. Vous êtes la fille de Marguerite, l'enfant dont personne n'a jamais parlé. » Elle se détourna brusquement, les mains appuyées sur le rebord de la fenêtre. « Tu présumes trop. J'observe trop. » la corrigea. « Doucement, Poirot. Vous avez vécu ici sous de faux prétextes. Pourquoi ?» Elle resta silencieuse un instant, puis « Parce qu'il me l'a demandé. Oncle Henri. Il m'a trouvé. Il y a 3 ans, à Marseille. Je n'avais rien. Ma mère était morte. Elle était morte 10 ans plus tôt. Il m'a dit qui j'étais, qui elle avait été. Il a dit que j'étais en danger et que si je venais ici, que j'utilisais son nom, Rosalind Talbot, personne ne le remettrait en question. Il m'a donné le nom, l'histoire, tout. » Poirot se pencha en avant. « Pourquoi seriez-vous en danger ?» Rosaline se tourna vers eux, l'air amer et pâle, à cause de ce qu'il cachait. Il disait qu'il y avait des hommes de la guerre de cet endroit, l'abbaye de Lenton, qui craignaient ce qu'il savait, qui craignait ce qu'il avait caché. « Qu'est-ce que c'était » demanda Ferrars. « Je ne l'ai jamais vu, répondit-elle. Il ne me l'a jamais montré. Il a dit que c'était trop dangereux, que ça impliquait des gens encore au pouvoir. Il a juste dit qu'il fallait le mettre en sécurité, et que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais le remettre à un certain Armitage. Mais il a disparu.
La boîte, il l'a déplacée sans jamais me dire où. Poirot se tapota le menton du doigt. Vous dites qu'il craignait pour votre vie, et pourtant il vous a amené ici? Oui, dit-elle avec férocité, parce qu'il avait confiance en cette maison, et il me faisait plus confiance qu'à quiconque. Il m'a dit qu'un jour quelqu'un pourrait venir me voir, que je devrais jouer mon rôle jusqu'à ce que je puisse dire la vérité. Alors pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt? Demanda Ferrars. Quand on a trouvé un inconnu dans le cercueil, parce que je ne savais pas qui tu étais, s'exclama-t-elle. Je ne savais pas à qui faire confiance. Cette femme, Violette Durand, était là, elle savait qui j'étais. Elle disait que si je faisais un faux pas, tout s'écroulerait, qu'elle veillerait à ce que personne ne découvre jamais la vérité. Poirot fronça les sourcils. Que voulait-elle? Elle voulait la boîte, murmura Rosalinde. Elle n'arrêtait pas de dire que la boîte contient la clé pour enfouir le passé. C'est tout. Elle n'a jamais dit ce qu'elle contenait. Poirot se leva lentement. Viens avec moi. Il y a encore un endroit que nous n'avons pas fouillé. Le grenier de Talbot House était vaste et sombre, rempli de malles, de vieux meubles et de manteaux miteux accrochés à des patères. Une épaisse couche de poussière recouvrait chaque surface, mais Poirot, bougie à la main, marchait d'un pas décidé. Il s'arrêta devant une malle marquée de 3 initiales, TGS. « Tiens, dit-il, il l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des lettres et plusieurs photographies fragiles. L'une d'elles montrait un groupe d'hommes en uniforme en retraite, debout devant une bannière marquée « Comité de réclamation de Lenton, 1919 ». Au centre se tenait un jeune colonel Talbot, l'air sombre. Poirot sortit un document délavé scellé à la cire. Liste de noms, agents de liaison gouvernementaux, médecins, dignitaires étrangers. Un titre, procédures internes non classées, preuves de violation, mémorandum. Ces choses-là, dit Poirot, n'étaient pas censées être retrouvées. La boîte n'était pas perdue. Il l'a déplacée ici, au-dessus de tout soupçon. Il voulait que vous la trouviez le moment venu. Rosalinde s'agenouilla à côté du tronc, la bouche légèrement ouverte. Et maintenant, dit Poirot en se levant, nous détenons la vérité, pas toute mais l'essentiel. Le colonel Talbot craignait ce qui pourrait arriver après sa mort. Il a donc préparé un jeu de diversion, espérant que les bonnes personnes feraient du lien. Ferrars demanda, et le corps? Bellamy? Le visage de Poirot s'assombrit. Bellamy n'était pas complice. C'était un message, un avertissement, placé là pour semer la confusion. Peut-être en savait-il trop, ou peut-être a-t-il été instrumentalisé. Violette Durand est derrière tout ça, mais elle n'agit pas seule. Il regarda par la fenêtre, du grenier d'où l'on pouvait voir le portail du jardin en contrebas. Elle reviendra, mais la prochaine fois elle ne partira pas si facilement. L'ambiance à Talbot House changea sensiblement dans les heures qui suivirent la découverte du grenier. Le coffret d'archives, chargé de poussière, reposait désormais en toute sécurité entre les mains de Poirot, son contenu examiné, catalogué et soigneusement remis dans son état d'origine. Rosalinde, ou plutôt celle qui se faisait appeler Rosaline, restait silencieuse, renfermée, comme si confesser la vérité avait momentanément épuisé sa capacité à parler. Elle était assise près de l'âtre, tandis que le crépuscule filtrait par les hautes fenêtres du salon, son profil se dessinant dans un or tremblant. Poirot, quant à lui, se tenait devant la cheminée, les mains jointes dans le dos, la posture tendue par l'énergie. L'inspecteur Ferrars, assis en face de lui, fixait les braises incandescentes, les sourcils froncés, digérant tout ce qu'il avait entendu. Ils avaient découvert la vérité, du moins en partie. Et pourtant, telle une maison dont le toit s'est arraché, l'affaire semblait désormais plus exposée que résolue. La femme, Violette Durand, dit enfin Ferrars. Elle devait savoir ce qu'il y avait dans la boîte, ou du moins s'en doutait. Poirot hocha lentement la tête. Oui, mais elle ne l'a pas pris.
C'est ce qui m'intrigue, mon ami. Elle se déplaçait prudemment, stratégiquement, comme une femme jouant le plus long des jeux. Et ce genre de jeu ne se gagne pas par la vitesse, mais par le silence. Il se tourna vers Rosalinde, dont les yeux étaient fixés sur le feu. « Mademoiselle, lors de sa visite à la maison, a-t-elle jamais parlé d'un second objectif? Quelque chose qu'elle essayait d'arrêter, en plus de quelque chose qu'elle désirait ?» Rosalinde secoua la tête. Non, elle posait seulement des questions sur le colonel, sur ses visiteurs. Et elle a dit un jour quelque chose que je n'ai pas compris sur le moment. Cette maison a trop de serrures et pas assez de miroirs. Le regard de Poirot se plissa. Une métaphore, peut-être, ou peut-être un avertissement. Ferrare se leva et marcha vers la fenêtre. Elle nous a observés, c'est clair. Elle laisse des mots, apparaît au portail, disparaît dans les arbres, et cette broche, laissée intentionnellement. Elle voulait qu'on la suive, murmura Poirot. Mais à ces conditions. Et maintenant que nous avons obtenu ce qu'elle voulait, nous devons anticiper sa prochaine action. On frappa à la porte, léger et rythmiquement précis. Poirot haussa un sourcil. Madame Ampli entra un instant plus tard. « Il y a un homme à la porte, monsieur. Il dit qu'il est du ministère. Il vous a demandé par votre nom. » Poirot échangea un regard avec Ferrare. « Faites-le entrer, madame. » L'homme qui entra était grand et sévère, vêtu d'un pardessus sombre, à la coupe discrète, digne d'un habitué des couloirs officiels et des portes closes. Il portait un chapeau trilby noir et un petit porte-documents en cuir. Son badge, présenté brièvement à Ferrare, l'identifia comme étant Harold Pencombe, de la division du renseignement intérieur. « Monsieur Poirot, » dit-il avec une neutralité éprouvée, « nous avons été informés de vos activités concernant l'affaire Talbot. Je suis venu non pas pour entraver votre travail, mais pour clarifier la position du gouvernement. »« Ah !» dit Poirot d'un ton léger. « Alors vous comprendrez que je dois moi aussi vous poser quelques questions pour clarifier les choses. » Pencombe esquissa un bref sourire. Dans la limite du raisonnable. Poirot lui fit signe de s'asseoir. « Dites-moi, monsieur, quelle est la position officielle sur l'abbaye de Lenton ?» Le visage de Pencombe s'assombrit légèrement. L'abbaye a été fermée suite à une brèche interne. Des archives ont disparu. Quelques membres du personnel ont été réaffectés. 2 personnes ont disparu. L'un, le major Lennox, était présumé mort. L'autre, Howard Bellamy, a disparu sans laisser de traces, jusqu'à maintenant. Les yeux de Poirot se plissèrent. Et le colonel Talbot? Un témoin. Peut-être plus. Il a déposé un témoignage sous scellé qui a ensuite été retiré sous la pression, mais il n'a jamais quitté l'abbaye sans changement. Après son retour ici, il a été surveillé. « Par qui ?» demanda Ferrare. Pencombe resta silencieux un instant. Puis il dit « Par nous, occasionnellement, et par d'autres, plus régulièrement. » Le ton de Poirot s'aiguisa. « Y compris la femme ?» Pencombe hocha la tête. « C'était une informatrice, intégrée pour l'observation. Mais elle est devenue indépendante. Certains disent rebelle. Elle a commencé à agir sans instruction, suivant des pistes d'enquête hors de son champ de compétences. Et puis elle a disparu, jusqu'à ce que vous la voyiez. » Poirot se dirigea vers le buffet et se servit un verre d'eau. « Alors vous n'avez pas autorisé ces récentes visites. Non, mais nous pensons qu'elle protège quelque chose, ou quelqu'un. Nous aimerions qu'elle soit ramenée vivante. » Poirot se retourna. « Et moi, monsieur, j'aimerais qu'elle parle, de son plein gré. Elle a orchestré cette tromperie avec retenue. Cela me dit qu'elle ne recherche pas la violence. Mais elle recherche bien la justice, sa version de la justice. » Pencombe se leva. « Alors peut-être que nous visons le même résultat. » En partant, Ferrare marmonna. « Nous menons donc maintenant des enquêtes parallèles avec le ministère qui veille sur nous. » L'expression de Poirot était indéchiffrable. « Non, mon ami. Nous sommes maintenant les acteurs du dernier acte, et nous devons agir en conséquence. » Cette nuit-là, Poirot attendait seul près de la porte du jardin. La lune était haute et brillante, projetant des ombres argentées sur les pelouses.
Talbot House se dressait derrière lui, sombre et silencieuse. Un léger vent agitait les haies, et le parfum de la terre et des roses anciennes flottait dans l'air. À minuit exactement, une silhouette apparut au-delà de la porte. Elle se déplaçait, comme une ombre en mouvement, grande, élégante, vêtue d'un long manteau ceinturé à la taille. Ses cheveux cuivrés brillaient sous son chapeau, et la broche n'était plus épinglée, mais tenue dans sa main gantée. Poirot ne parla pas. Elle s'approcha, restant de l'autre côté du portail. Sa voix était basse, posée et manifestement maîtrisée. « Vous l'avez trouvé. »« Oui, » dit simplement Poirot. « Alors vous avez vu les noms. »« J'ai. Alors vous savez ce qui est en jeu. »« Je sais que quelqu'un a tout fait pour cacher la vérité, » répondit Poirot. « Mais pas pour l'effacer. Ils voulaient la retrouver, un jour, et vous étiez leur guide. » Elle hocha la tête. « C'était un homme bon, trop bon. Il croyait que la vérité éclaterait par elle-même. Il ne comprenait pas la nature du pouvoir. « Colonel Talbot ? » ?»« Non, » dit-elle doucement. « Howard Bellamy, mon frère. » Poirot cligna des yeux. « Ton frère ?» Elle hocha la tête, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. C'était un commis. Il a vu les dossiers. Il a menacé de les divulguer si aucune enquête interne n'était menée. Mais ils l'ont utilisé comme moyen de pression contre Talbot. Il a disparu, ont-ils dit. Mais il n'a pas disparu. Il était emprisonné, caché jusqu'à ce que Talbot le libère. Il vivait caché. Mais quelqu'un les a trahis. Talbot s'est échappé. Pas Bellamy. Poirot resta silencieux un instant. Et le corps? Une dernière tromperie. Talbot en avait les moyens. Il a créé l'illusion de sa propre mort en utilisant les restes de Bellamy. Il pensait pouvoir les faire sortir. Ceux qui craignaient encore le contenu des dossiers. Pourquoi venir à moi? Elle s'approcha. Parce que je sais que tu verras la vérité. Tu ne la confieras pas à des hommes comme Pencombe. Tu feras ce qui est juste, pas ce qui te convient. Poirot la regarda dans les yeux. Et que souhaites-tu maintenant? Pour terminer ce que Bellamy a commencé, pour publier les noms, pour rendre la vérité indéniable. Le regard de Poirot était fixe. Ce n'est pas mon choix. Mais je peux garantir que la vérité sera préservée. Que justice, la vraie justice, soit rendue. Elle tendit la broche. Un signe, dit-elle, de gratitude et d'avertissement. Ce n'est pas fini. Elle se retourna, se fondit dans les bois et disparut. Poirot restait immobile, la broche dans la main. Derrière lui, une lumière vacillait, dans l'une des pièces à l'étage. Justice ou vengeance. Il ne le savait pas encore. Mais la fin était proche, et Hercule Poirot serait prêt. Le matin arriva lentement et froidement à Talbot House, comme s'il hésitait à troubler la tension délicate qui pesait sur ses murs. Dans la lumière pâle, le jardin paraissait paisible, les allées luisantes de rosée, les haies conservant encore le souvenir des ombres de minuit. Hercule Poirot se tenait à la fenêtre du salon, les mains jointes dans le dos, le regard perdu, au-delà de la pelouse en direction du portail. Il était fermé, silencieux. Aucune silhouette n'attendait dans les arbres. La femme aux cheveux cuivrés, Violette Durand, quel que soit son nom, avait de nouveau disparu dans le silence. Mais la piste qu'elle avait laissée avait atteint sa fin. Le temps des interviews et des notes secrètes était révolu. Il ne restait plus qu'à réunir les acteurs dans le salon de Talbot House, chacun avec ses motivations, ses demi-vérités et son rôle dans un mystère enfin bouclé. Poirot, avec sa précision et son calme, avait sollicité leur présence, non pas par exigence, mais par invitation discrète. Et voilà qu'ils arrivaient un par un. L'inspecteur Ferrard entra le premier, raide comme toujours, mais avec une certaine anticipation sinistre dans son attitude. Derrière lui venait Lewis Armitage, l'avocat pâle et agité, un homme qui avait manipulé des secrets toute sa vie et qui devait maintenant en dévoiler un particulièrement explosif.
Madame Ampli le suivit, les mains jointes, le visage crispé par l'inquiétude et la lassitude. Et enfin celle que l'on appelait autrefois Rosalind Talbot entra. Elle n'avait toujours pas prononcé son vrai nom, le regard plus clair qu'il ne l'avait été depuis des jours. Ils prirent place dans le salon comme s'ils se rassemblaient pour une représentation, l'air picotant de ce curieux mélange d'attente et de terreur. Poirot resta debout. Il prit son temps, non pas pour accentuer le suspense, mais pour s'assurer que chaque regard croise le sien, pour sentir le poids de leur attention se relâcher. « Mes amis, commença-t-il doucement, nous sommes arrivés au terme d'une longue et minutieuse tromperie. Une tromperie qui a commencé non pas par un meurtre mais par une idée, l'idée que la vérité est dangereuse, et que si elle n'est pas enterrée, elle doit être dissimulée derrière un rideau d'illusion. » Il se tourna vers Armitage. Le colonel Talbot l'avait compris. Il savait que les dossiers qu'il détenait, les documents de l'abbaye de Lenton, révéleraient non seulement une petite corruption, mais aussi une collusion. Le silence était acheté. La réputation était protégée. Des hommes qui avaient troqué l'honneur de leur position contre la sécurité. Il aurait pu s'adresser aux autorités, mais il craignait qu'elles ne soient compromises. Alors, il s'est tourné vers la diversion. Armitage se tortilla mal à l'aise. « Il ne m'a jamais dit, il ne m'a jamais montré ce qu'il y avait dans la boîte. »« Non, » répondit Poirot, « parce qu'il craignait ce qui t'arriverait s'il le faisait. » Alors il l'a confié à quelqu'un d'autre, son propre sang, caché à la vue de tous, une jeune femme qu'il faisait passer pour sa nièce. La fille de sa fille, quelqu'un que le monde avait oublié. Tous les regards se tournèrent vers Rosalind. Elle ne dit rien, mais leva légèrement le menton. Il savait que ses ennemis l'observaient, poursuivit Poirot. Il a donc créé l'illusion de sa propre mort. Il a substitué un corps, celui d'Howard Bellamy, un homme autrefois emprisonné pour en savoir trop, et que Talbot avait tenté de sauver. Ce faisant, il a forcé ceux qui erraient dans l'ombre à agir, à se révéler. Ferrare se tenait debout, les bras croisés. Cette femme, Violette Durand, était-elle l'une d'elles? Poirot sourit faiblement. Non, mon ami, c'était quelque chose de plus complexe. Une sœur en quête de justice, une informatrice devenue rebelle. Elle a joué un rôle des deux côtés. Mais finalement, elle a choisi de ne pas détruire les preuves, mais de s'assurer que les bons yeux les voient. La voix d'Armitage se brisa. « Et maintenant, les documents vont-ils au ministère ?» L'expression de Poirot se refroidit. « Le ministère souhaiterait les voir disparaître, c'est certain. Mais ce n'est pas à moi de décider, ni à vous. » Il se tourna vers la vraie Rosalind. « C'est à toi. » Elle cligna des yeux. « À moi? Vous détenez la clé. Vous détenez les dossiers. Vous seul pouvez décider s'ils restent enfouis ou si la vérité éclate au grand jour. Mais sachez ceci, il y aura des conséquences. Pas seulement pour les coupables, mais pour vous aussi. Vous ne serez plus anonyme. Vous ne serez plus caché. Êtes-vous prête à cela? » La pièce était silencieuse. Puis, « Oui, dit-elle, doucement, mais avec assurance. Il m'a fait confiance. Je ne laisserai pas son œuvre sombrer dans l'oubli. » Poirot inclina la tête. « Alors c'est fait. » Mais alors qu'il s'approchait de la cheminée, Ferrare l'arrêta. « Il y a encore une chose que je ne comprends pas. La mort. Le corps. Bellamy, est-il mort naturellement ?» Poirot marqua une pause. « Non, Bellamy a été assassiné. Un halètement sortit de la bouche de Madame Ampli. »« Du poison, » dit Poirot. « Une teinture sédative, astucieusement administrée, acquise chez l'apothicaire, sous un faux nom. Ni par le colonel, ni par mademoiselle Durand, mais par quelqu'un dans cette même pièce. » Il se tourna lentement. Pour préserver un secret, il faut parfois faire taire un témoin. Howard Bellamy avait rempli sa mission, mais il en savait trop. Et quelqu'un craignait ce qu'il pourrait révéler, même dans la mort. Il regarda directement Louis Armitage. « C'était toi. » L'avocat se figea. « C'est absurde.
Non, monsieur, c'est inévitable. Vous étiez le seul à avoir accès au coffre-fort, le seul à connaître le contenu des affaires privées de Talbot. Vous avez joué l'ami fidèle, mais vous craignez d'être exposé. Vous avez reçu de Bellamy le coffret scellé, destiné à Talbot, et vous l'avez caché. Lorsque Bellamy est revenu à Talbot House, malade et brisé, vous avez saisi votre chance. Vous lui avez administré le sédatif, juste assez pour mettre fin à ses jours. Puis vous avez aidé à organiser l'échange de corps. Une chose simple, en somme, pour un avocat chargé de documenter les décès. Le visage d'Armitage était devenu blanc. Je voulais juste empêcher, pour éviter que votre nom ne soit mentionné dans les journaux, répondit Poirot froidement. Parce que c'était le cas. Vous étiez signataire de l'opération de dissimulation initiale. Un acteur mineur peut-être, mais impliqué néanmoins. Ferrare s'avança. Vous êtes en état d'arrestation, monsieur Armitage, pour meurtre et complot en vue d'entraver la justice. Armitage n'opposa aucune résistance, tandis que Ferrars le conduisait dehors. Le silence régnait dans la salle. Poirot se dirigea vers la fenêtre, où le soleil se levait pleinement. Il illuminait la pelouse en longs rayons dorés, se reflétant au loin sur le portail en fer. Rosalinde s'approcha d'eux. « Ah lui! Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ?» Poirot esquissa un léger sourire. « Je m'en doutais. Mais jusqu'au moment de la confrontation, tout reste possible. C'est la responsabilité du détective. » Elle baissa les yeux vers la broche qu'elle tenait à la main. L'hirondelle en « Folle Pilgrim, que dois-je faire maintenant ?»« Vis, dit-il, et décide non pas avec amertume, mais avec honneur. » Elle hocha la tête. « Et toi ?»« Moi, dit Poirot, je retournerai à Londres. Il y a toujours une autre affaire, un autre mystère, mais je n'oublierai pas celle-ci, ni les mensonges, ni le courage. » Alors qu'il s'engageait sur le chemin, Dujardin le matin était frais et clair. Derrière lui, le mauvais corps avait été enterré, mais les vraies vérités avaient surgi. Et ainsi, avec son chapeau incliné juste comme il faut et ses pas précis sur le gravier, Hercule Poirot marchait vers la lumière.